Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va parler de l'entretien qu'a donné le président de la République, le chef de l'État nigérien, donc le général d'armée Abdurrahman Chani. Un entretien qui avait duré plus de 5 heures pendant lesquelles euh, le président a répondu à de nombreuses questions euh, de la radio-télévision du Niger et auxquelles des questions quand même sur beaucoup de sujets qui concernent les citoyens nigériens et en fait le président va y répondre avec un niveau de détail et on apprend énormément de choses et donc c'est dans ce contexte là qu'on fait cette vidéo pour, euh, pour mettre en surbrillance ou pour souligner en fait tous ces détails là qui font grincer les dents et donc voilà c'est ce qu'on va s'apprêter à faire et donc au fur et à mesure en fait je vais aller avancer plus ou moins loin dans la vidéo pour voir ces détails-là, ces détails intéressants pour pas dire choquants. Voilà. Que nous avons réussi à exécuter à 1886 milliards. C'est une prouesse. Nous avons réussi à réduire le déficit budgétaire pour le ramener de 4,1% à 3,2%. Nous avons réussi à maintenir la dette très basse à 43,2% du PIB, alors que le seuil d'alerte est à 70%. Aujourd'hui, j'essaie des pays qui sont à plus de 100%. Ils ont même craqué le plafond. Donc nous avons réussi à stabiliser, mais le seuil d'alerte est à 70. Dans le domaine des échanges avec le monde qui nous entoure, parce que j'ai dit, nous sommes dans une globalité quand même, et nous sommes dans un système. Notre masse monétaire connaît une croissance d'environ 20%. Donc c'est des signaux qui sont positifs. Le secteur secondaire a connu une croissance de 17,5%. Le secteur secondaire, 17,5%. Le crédit à l'économie, nous avons connu une croissance de 6,1% pour soutenir les BTP, les commerces, les services. Tout ça là, oui, 6,1%. Donc, et les perspectives pour l'année 2026 et l'année 2027 également sont positives. Donc, nous sommes convaincus qu'avec les orientations, avec la discipline que nous avons imposée, malgré les échos qui disent que c'est la belle vie, malgré tout cela, nous sommes convaincus que nous allons connaître des lendemains meilleurs. Je ne dirais pas que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Nous connaissons des défis, des tensions, des liquidités, mais je l'ai dit, ce n'est pas propre au Niger, ce n'est pas propre d'ailleurs même à lui ou moi, ce n'est pas propre à tous les pays africains, c'est une caractéristique qui s'observe dans les autres pays, même qui sont les donneurs de leçons. Donc nous sommes conscients qu'il y a des tensions, oui, qu'il y a des déficits en termes de monnaie, mais c'est des perspectives qui sont en tout cas encourageantes. C'est une situation qui est encourageante et c'est une maîtrise que là. Il faut se convaincre que si nous collectons un franc, et même si je ne l'ai pas dit, nous avons passé la collecte des impôts et taxes. Nous avons passé de 883 milliards à 1103 milliards, soit une augmentation de 32,5%. C'est pas rien. Et l'objectif pour cette année serait de pouvoir mobiliser 1800 et quelques milliards. Et c'est possible. Et nous allons faire en sorte que ça soit possible, Inch'Allah. Donc, il y a des perspectives. Il faut savoir dépenser un franc dans la bonne direction, dans l'investissement qui mérite d'être fait. Et c'est avec ça que nous allons montrer que la voie que nous avons choisie est la meilleure. Et que le peuple soit convaincu davantage qu'aucune lutte, si elle est menée avec sincérité, ne laisse le lutteur perdant. Et nous ne serons pas perdants, Inch'Allah. Le président, certains estiment que la situation financière difficile que le Niger vit s'explique en partie par nos choix politiques, souvent en rupture avec les partenaires traditionnels du pays. Qu'en est-il exactement? Le Niger subit-il réellement un embargo de fait, Monsieur le Président? Alors avant qu'il réponde à cette question, euh, il y a un mot qu'il a dit, il a parlé de l'écho, ok. Et en fait, dans tout en fait, si on regarde l'intégralité de l'entretien, on verrait qu'il a expliqué ce que c'est l'écho. Et en fait, il a raconté toute une histoire en fait de tout un alors je trouve pas le mot pour dire c'est une histoire euh, je pense que c'est une petite histoire, comment on appelle ça? J'ai oublié comment on appelle, je trouve pas le bon terme, mais en tout cas voilà, il a raconté toute une histoire autour de ce mot-là, d'où vient en fait l'écho et ce que c'est l'écho en fait, et derrière, il va, il va en fait appeler certaines personnes d'écho en fait, et donc en fait là, quand il place le mot écho là tout à l'heure, vous l'avez entendu, pour une personne qui a suivi toute l'intégralité de l'entretien, on sait de quoi il parle quand il parle de l'écho. Et c'est vraiment impressionnant, sa façon de raconter l'histoire, c'est vraiment très captivant. Et en fait, on, on suit, et en fait, il y a un fil conducteur. Et quand il raconte l'histoire, en fait, on arrive à suivre et à voir, euh,
à bien comprendre l'histoire, à bien comprendre où ce qui veut nous amener et à voir chaque détail. L'histoire, elle est continue en fait, c'est incroyable. Euh, voilà. Donc là, la question auquel il va répondre, c'est est-ce qu'il y a des détracteurs, des détraqueurs du pays, le Nigeria? Bien sûr, la question, elle est, elle est évidente. La réponse, elle est évidente. Enfin, la réponse courte, on la connaissons tous, c'est oui. Maintenant, le général va sortir tous les détails et voilà. On va avoir le plaisir de l'écouter, répondre à la question. C'est ce qu'il dit. Un embargo de fait, c'est ce que j'ai dit. Il faut chaque jour et chaque fois qu'on doit faire une assertion, placer chaque chose dans son contexte. Les partenaires dont vous parlez, quelle est leur situation? Je pose la question à ceux qui posent la question. Quelle est la situation de ces partenaires? Elle est catastrophique. Oui. Donc, le Niger Il y a est dans un système presque de difficultés. Quand je dis que c'est catastrophique, c'est que ce n'est pas des difficultés. C'est nous qui rencontrons des difficultés. Mais eux, ils sont dans une situation catastrophique. Mais on dirait que vous ne suivez pas les informations. L'actualité. Des informations qui viennent de chez eux, hein, ce n'est pas ce que nous diffusons, non. Suivez et vous comprendrez. C'est vrai, nous faisons face à des obstructions systématiques. Depuis le 26 juillet 2023, et ça, vous pouvez vous approcher du Premier ministre qui a conduit le bâton de pèlerin du ministère de l'économie et des finances dans toutes les rencontres où il fallait défendre les intérêts du Niger. La France s'est systématiquement opposée. Mieux, la France a battu campagne auprès de certains États pour qu'on refuse un COPEC au Niger. La dernière situation, pour vous montrer à quel point la France est mesquine. L'eau de Zender, allez-y demander au Premier ministre. La France a mis son veto. C'était le seul pays qui a voté contre l'option de donner l'eau à des êtres humains. Tout simplement parce qu'ils sont nigériens et qu'ils relèvent d'un pays qui a décidé de prendre son destin en main à travers des chefs qu'on a toujours qualifiés de putschistes. Mais le putsch, nous le voyons ailleurs chaque jour. Quand chaque décision, même la loi des finances, elle est votée à coup d'article 49.3, on se demande où sont les putschistes. Depuis que Emmanuel Macron est là, il n'a pas pris une décision sans passer par le forceps de 49.3. Nous prenons des ordonnances, donc nous sommes collègues. Donc il ne faut plus nous accuser ou nous qualifier de putschistes. Si c'est des putschistes, nous sommes tous des putschistes. Si c'est les ordonnances qui définissent un putschiste. Euh, Oui, donc ça, c'est voilà, c'est ces informations quand même qui sont assez, comment dire, des choses assez graves hein, quand même. Refuser de l'eau à des citoyens, c'est c'est un niveau c'est un niveau de degré de petit en anglais comme on dit. C'est ignoble, c'est en fait on en rigole tellement c'est incroyable quoi. De l'eau c'est vital, ça c'est la base. En fait, on peut pas refuser quelqu'un de l'eau, c'est pas possible. C'est pas de la nourriture. De l'eau, c'est une. En fait, l'eau de base, l'eau, elle est gratuite. On la retrouve gratuitement partout. Alors oui, pour qu'elle arrive dans des magasins, voilà, il y a une personne qui est partie chercher de l'eau, il la ramène au magasin, donc ça va coûter de l'argent. Mais de l'eau, de base, ça coûte rien du tout, ça coule de source. En Afrique, tu as beaucoup d'endroits où tu as des sources d'eau. Je pense que même en France, c'est pareil, mais peut-être que en France, avec tous les en fait, tellement ils mélangent avec des trucs chimiques dans leur, ils mettent des produits chimiques dans leur plantation. Je pense que derrière, ça va polluer de l'eau et tout ça, des sources. Des sources. Mais en Afrique, voilà, on trouve partout des sources d'eau gratuites qui coulent tout le long de l'année. Et donc, les gens, ils peuvent aller se servir et boire. Et donc, entendre que la France s'est opposée à donner de l'eau à des sites. C'est-à-dire qu'on on leur a pas demandé de donner de l'eau. On a juste voulu faire. En fait, il y a un groupement de nations qui ont voulu se mettre ensemble pour donner de l'eau à des Nigériens. Et la France, elle dit non. C'est quand même. En fait, c'est choquant. C'est-à-dire que on ne demande pas à la France de d'aider. Non, ça leur coûte rien. Mais ils ont dit quand même non. C'est montrer, en fait. C'est ce genre de détails qui sont, en fait. Et en fait, ça te montre à quel point la France peut être. C'est pas la France, c'est pas. Je veux dire, le gouvernement français, les politiciens français, à quel point ils peuvent être mesquins, ils peuvent être. Je trouve pas le mot, petits. C'est ça ce qu'on peut dire. Donc, je vous dis pas dans les gros contrats ce qu'il faut, quoi. Voilà. Quand tu vas acheter l'uranium à 80 centimes alors qu'il coûte 200 euros sur le marché, c'est quand même. C'est incroyable, tu vois. Et en plus, ce qu'il a dit, c'est que tellement, en fait, la France donnait rien aux Nigériens sur l'uranium, ça coûtait moins cher que. que ça coûtait, ça coûtait moins cher que de l'argile. C'est-à-dire que les Nigériens, en fait, tellement ça leur apportait rien, ils se disaient, mais en fait, partez là-bas avec votre uranium, laissez-nous, on ne veut même pas entendre, on préfère ramasser de l'argile, au moins avec ça, on peut construire. Ça à ce point-là où la France donnait rien aux Nigériens. Même les citoyens, ils disaient, ce truc-là, ça sert à rien, c'est moins cher que l'argile. Et
Moi, ça me choque en tout cas. Ça me choque ce genre d'information où la France refuse à ce que d'autres personnes qui sont prêtes à donner de l'eau donnent de l'eau, quoi. C'est... Mais nous ne sommes plus des putschistes. C'est dans la tête. Et nous, dans la tête, nous nous sommes libérés. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour notre pays. Et Et donc là, ouais, effectivement, il parle de putschistes, mais c'est vrai qu'en France, Emmanuel Macron n'a passé aucune loi sans passer par le 49.3. Et c'est... En fait, c'est un peu comme la démocratie, hein. Vous regarderez la démocratie quand la France rentre dans l'Union européenne. Les Français avaient voté non, ils sont quand même rentrés. En fait, si on veut, euh, la démocratie, c'est pas le pouvoir du peuple, hein. En tout cas, la démocratie occidentale, hein. C'est vraiment pas la voix au peuple, c'est vraiment pas le pouvoir au peuple, hein. Et parce qu'en fait, le gouvernement fait ce qu'il veut et sans écouter le peuple, hein. C'est partout, même ils avaient fait un référendum, je ne sais plus sur quoi, euh, et au final en fait, le président, il n'avait pas écouté le référendum. On se demandait pourquoi il avait fait ce référendum-là. Et en fait, la démocratie occidentale, c'est pas une démocratie. Il faut pas se leurrer. Aux États-Unis, les personnes qui passent aux élections, c'est les gens qui ont de l'argent ou qui ont du soutien des, 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 des plus riches, quoi. C'est un peu comme ça partout, hein, dans tous ces démocraties. Et puis alors, c'est pas moi qui le dis, t'as beaucoup de politiciens qui le disent, hein. Il fallait juste écouter le président du Canada quand il était à Davos pour le fameux meeting qui regroupe les plus grandes nations du monde. En fait, le rendez-vous a pas raté, comme diraient certains occidentaux. Eh bien, ce président du Canada avait dit que voilà, on a cru à ce mensonge qui est la démocratie et les lois internationaux et qui en fait ça marche plus. Le monde commence à devenir un jungle où c'est la loi du plus fort. Et enfin, on s'éloigne un peu, mais voilà. Donc là, ce qu'il dit, c'est que finalement, entre nous qui prennent le pouvoir pour servir les citoyens et eux qui passent des 49.3 pour desservir les citoyens français, eh bien, qui est le putschiste en fait finalement? nous ne reculerons pas. Qu'on nous qualifie de putschistes, de Pharaon, ça, c'est leur liberté d'expression. Mais la réalité, elle est connue. Et ce qu'il a dit très important, il a dit nous, dans nos têtes, c'est bon, on est libre. Et ça, c'est très important, la colonisation. C'est majoritairement dans la tête parce que c'est d'abord un narrative. Voilà, les Occidentaux sont meilleurs et voilà tout ce que veut. Et on se le met tellement dans la tête que il faut voir comment les Africains, en fait, tout ce qu'ils doivent faire, aller demander ils veulent aller demander l'aval des Occidentaux, quoi. Pour pas dire les Blancs. Donc, ben, en tout cas, le président du Niger, lui, dit que dans la tête, il est libre. Et les pays du Sahel, dans la tête, ils sont en train de se libérer, ils sont libres. Et c'est ça le plus important. C'est ça le début, en fait, de la décolonisation, finalement. Quand chez eux, c'est catastrophique. Chez nous, c'est difficile. Mais quand on a à manger, sans fouiller dans les poubelles, je crois qu'on peut dire Alhamdulillah. Et nous disons Alhamdulillah. Le moins qu'on puisse dire est que nos relations ne sont pas au beau fixe avec certains pays africains comme le Bénin et le Nigeria. Pouvez-vous nous faire le point de la situation et nous dire comment envisagez-vous le futur de nos relations avec ces deux pays? D'abord le Bénin et ensuite le Nigeria. Enfin, peut-être pour être complet, nos relations aussi avec la Côte d'Ivoire. Mais ce que j'aimerais relever, le Niger n'a de problème avec personne. Tant que tu respectes notre choix, tu respectes notre dignité, nous n'avons de problème avec personne. Mais nous aurons toujours des problèmes avec des laquais qui prendront des ordres. D'ailleurs, pour venir, parce que nous appartenons ou nous appartenions à une communauté, nous imposer le dictat. Le Nigeria, je crois en avoir parlé au moment où je devais parler, pour attirer l'attention des autorités. Pour dire la France qui vous fait cela. On va avancer un peu. C'est pas un Français, c'est pas un Béninois. Mais moi, je sais qui c'est. Et lui, Patrice Talon, c'est qui c'est. C'est le mardi 27 janvier là, 2026. Oui. Le gars a à peine une semaine de retour de France, il l'a reçu. Il n'a qu'à dire au peuple béninois de quoi ils ont parlé. Il n'a qu'à dire encore, c'est parce que je suis 26 secondes, nord et 1 degré 56 minutes. Ah ouais, là, il donne des détails. Je sais plus, il donne des détails. Le Mali a un Casa, le Burkina a un Casa. SR. Ils ont deux ALSR, Bravo Eco 300. Ensuite, ils ont un avion qu'on appelle le C. Ok, là, il est en train de citer en fait des avions qui sont dans une base qui est censée être, qui est censée héberger en fait 13 Français pour former les Béninois. Et au final, en fait, il y a tellement d'armement. Et donc là, il est en train de citer tout l'armement qu'il y a pour montrer qu'en fait, c'est pas pour héberger que 13 Français qu'il y a autant d'avions. En fait, il y a plusieurs. Il parlait de plus d'une dizaine
d'avions militaires. Donc là, il est en train de le citer un par un, par leur nom, il donne tous les infos, il les donne. Qui font des missions de transport de troupes. Burkina Faso. C'est des avions qui font du transport, mais également qui font des missions de transport de troupes. Donc, comment est-ce qu'on peut me convaincre que 13 avions que je viens de décrire, qui sont à Trou, ils ne sont pas parqués en permanence, ils font des va-et-vient, ils font du transport à Trou, un aéroport qui est aux coordonnées 10 degrés, 18 minutes, 07 secondes, nord, et 1 degré, 56 minutes, 36 secondes, est. C'est l'aéroport de Trou. Ces avions ont une autorisation permanente de vol, survol et atterrissage. Et mieux, c'est des avions qui n'atterrissent jamais avant 1h du matin. Tous les vols se font de nuit, entre 1h et 3h du matin. Qu'on me dise que c'est pour aider le Bénin à former. Non, nous ne sommes pas naïfs, nous savons ce que nous savons. Patrice Talon, c'est que ce que nous disons est la pure vérité. Je rappelle à Patrice Talon, le 27 janvier 2026, il a reçu un individu qui était revenu de France il y a à peine une semaine. Il n'a qu'à dire au peuple béninois quel est l'objet de cet émissaire de Macron. C'est pas un Français, c'est pas un Béninois. Mais moi, je sais qui c'est, et lui, Patrice Talon, c'est qui c'est. C'est le mardi 27 janvier là, 2026. Oui. Le gars a à peine une semaine de retour de France, il l'a reçu. Il n'a qu'à dire au peuple béninois de quoi ils ont parlé. Il n'a qu'à dire encore, c'est parce que je suis jaloux des audiences qu'il accorde. Patrice Talon, mais on a appris à le connaître. Patrice Talon a fait son bilan, vous avez suivi. Alors qu'il est à 6 mois de la fin de son mandat. Mais il n'a pas annoncé une chose aux Béninois. Je lui mets au défi. C'est quand même le niveau de renseignement qu'a le Niger, c'est assez impressionnant. Et en fait, il donne tellement de détails que je pense que du côté de ces pays-là, par exemple le Bénin avec le Patrice Talon, je pense que Patrice Talon, il doit être en panique, il doit se donner, mais qui donne ces infos? Comment il obtient ces infos? Parce qu'il donne la date, il donne il donne le lieu, il te parle de... donc là, quand il parle de la personne, il donne la date, il donne la personne qu'il a reçue. Je vais dire, Patrice Talon voit qui c'est, il voit la personne qu'il a reçue. Et en fait, il doit se dire, mais comment il obtient toutes ces informations? Et à mon avis, franchement, il dort pas, le président du Bénin, Patrice Talon. Euh, c'est terrible le niveau d'information le niveau de renseignement qu'a le président, qu'a le Niger finalement, puisque je pense que le président du Niger partage toutes ces infos avec ses militaires. Ils se la partagent entre eux, quoi. De révéler les numéros que je vais donner, ou les chiffres que je vais donner. 1 AK, 1 P. AK, 1 H, P, 2 H, P. Le ratio, 76, 15, 9. Périmètre, 551 km². Date de la première mise en œuvre. J'ai dit mise en œuvre pour lui laisser le choix de savoir de quoi je parle. 1982. Fin de cette mise en œuvre, 1998. Total, 22 millions. Il n'a qu'à dire aux Béninois, puisqu'il dit chaque fois que nous sommes jaloux, c'est par envie que nous dénonçons ces travers. Il n'a qu'à expliquer aux Béninois les chiffres que je viens de communiquer. Pour la Côte d'Ivoire, je ne m'attarderai pas. Je pense que ces informations qu'ils donnent, c'est quand même... je pense qu'ils sont connus qu'aux connaisseurs, on peut dire comme ça. Et donc nous, on ne peut pas savoir ce que c'est, mais pareil, on sait très bien que toutes ces informations, à chaque fois, ils sont précis, on peut pas... Voilà, et le président, en face, en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont dire non, c'est pas vrai, en fait. Mais on peut pas, en fait... de toute façon, ils peuvent pas répondre. Comment tu réponds à ça? Ils te donnent tellement de détails. C'est limite... Donc je sais que les en face, ils vont pas répondre. Ils peuvent pas répondre. Comment tu réponds à tel niveau de détail, en fait? Et ça, en plus, moi, quand il disait tous ces détails-là, quand il a donné la date que j'ai vu que c'était en 1960 et quelques, je me suis dit, Patrice Talon, il doit pas connaître cette histoire, hein. Lui, je pense qu'il connaît rien, il connaît rien. Il maîtrise pas son histoire, l'histoire de son pays. Et j'ai envie de dire, il a que faire de l'histoire du pays du Bénin, puisque en fait, tout ce qu'il fait, c'est pas pour le Bénin, hein, c'est pour lui et pour et surtout pour ses maîtres de maison, quoi. Ses maîtres. Ses maîtres, donc, avec la relation esclave-maître. Le maître, ici, c'est évidemment la France. Et puis voilà. Les esclaves de salon, il va de soi que c'est le gouvernement béninois. Étant donné qu'en fait, voilà, il reste quand même... Et ce qui était surprenant, hein, c'est quand... c'était qui? C'est quand le général Tchani était sorti, en fait, suite à l'attaque de l'aéroport d'Yori, et qu'il avait parlé du Patrice Talon de Alassane Ouattara quand il les avait nommés. Les gens sur les réseaux sociaux, ils avaient dit qu'il allait
forcément, sous peu, il allait aller à Paris. Sous une semaine, il allait aller à Paris. Et devinez quoi, il y a quelques jours qu'il est parti à Paris, Alassane Ouattara. Voilà. En fait, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur sur ce territoire-là, en fait, l'esclave s'empresse d'aller prévenir le maître pour que le maître vienne régler la situation. En fait, ils peuvent pas agir d'eux-mêmes, ils sont pas libres, en fait. Et en fait, dans leur tête, ils se sont mis dans leur tête qu'ils peuvent pas gérer une situation sans leur maître. Donc, tout ce qui se passe, ils vont appeler le maître. Et ça me fait penser au film, je crois que c'était Django, où tu avais t'avais donc le maître, le blanc, et t'avais le noir, c'était Samuel L. Jackson, en fait, qui faisait l'esclave. Et je me rappelle, en fait, dès qu'il se passe quelque chose, et en fait, Samuel L. Jackson qui jouait l'esclave, il allait voir le maître en disant: Maître, il y a quelque chose, maître, il y a des invités, maître, qu'est-ce que je fais? Et en fait, l'idée c'était voilà, des choses. À chaque fois, c'est maître, maître, qu'est-ce que je fais? En fait, comme si ces personnes-là ont perdu cette capacité à penser d'eux-mêmes. Ils n'ont pas cette confiance qu'ils sont capables de faire quelque chose. Donc, à chaque fois qu'il y a une difficulté, ils vont aller voir le maître. Et c'est vraiment, ça m'avait surpris, ça m'avait choqué quand, donc, Alassane Ouattara, après que le général Tani l'avait cité, comme il s'est empressé et aller voir ses maîtres à Paris. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que tout le monde l'a senti venir. C'est-à-dire qu'ils ont vu que le fait de les citer, eh bien, ça leur met en danger. Et comme ça leur met en danger, eux, ils doivent aller voir leur maître pour les aider à résister, quoi. En fait, pour leur demander quoi faire dans cette situation. C'est grave. Ah, le président, mon voisin m'a cité. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'imagine que c'est comme ça que s'est passé leur discussion. d'Ivoire. Au moment où moi, où personnellement, j'étais en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission de la CEDEAO, la MICESI. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission des Nations Unies, le 4 avril 2004. Je suis le premier commandant de bataillon nigérien qui a conduit les troupes nigériennes. Quand j'étais là-bas dans le cadre de la MICESI de la CEDEAO, le PC était à Zimbabwe. C'est à côté de Yamoussoukro, à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Donc là, en fait, il explique, en fait, il explique il s'est, comment dire, il a défendu, il s'est battu en fait dans tous ces territoires-là, en Côte d'Ivoire et tout ça. Et en fait, il maîtrise ces territoires-là. Et en fait, durant cet entretien, en fait, il donne les détails, il parle des villes, voilà, il t'explique quelle route il faut prendre pour aller sur cette ville. En fait, il a une maîtrise totale de ce terrain-là, de tout le Sahel. Franchement, je n'aimerais pas du tout me retrouver imaginons sur un champ de bataille face à une personne qui maîtrise autant le terrain, sachant qu'en fait, les Alassane Ouattara, tout ça là, ils connaissaient rien du terrain, donc ils peuvent pas, en fait, ils peuvent pas rentrer en guerre avec un général Tchani. Il connaît l'histoire, il maîtrise le terrain, il a le bon esprit. Cette personne-là, c'est une bénédiction pour le Niger, c'est une bénédiction pour le Sahel, c'est une bénédiction pour l'Afrique. À De Gaulle. Malheureusement, De Gaulle, qui a abordé dans le même sens que lui, apparemment n'a pas pu faire bouger les lignes parce que le lobby est plus fort que De Gaulle. Il y a une compagnie japonaise qu'on appelait Uranium Overseas. Peuple. Les Français disent qu'ils ont des instructeurs. Je vais vous dire le matériel de transport que les Français ont au Bénin. Ils ont 13 avions de transport stratégique, de transport tactique, de reconnaissance, de guerre électronique, de poste de commandement. Pour seulement une vingtaine d'instants. C'est arrivé à terme. Le 8 janvier, au moment où même le chef d'état-major était en déplacement au Tchad, le chef d'état-major béninois, il y a eu une attaque qui a fait une dizaine de morts. Ensuite, quelques mois plus tard, en avril, le 17 avril, il y a eu une grande attaque où il y a eu 76 morts. C'est parce que les terroristes ont refusé de reconduire la trêve pour laquelle ils avaient versé les premiers 90 millions. Quoi, en fait, ok, là, en fait, ce qu'il dit, c'est que Patrice Talon, finalement, il se fait chanter par. Les terroristes le font chanter, en fait. Pourquoi a détourné cet argent-là d'un assistant que j'ai. Il a demandé à Takou Bokoy si l'usage qu'il a fait de 90 millions et il a donné 90 millions. N'est-ce pas la France qui a mis son droit de veto? C'est la France qui a mis son droit de veto. Le temps de Choguel Maïga qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies, qui était parti avec des preuves, à Abdoulaye Maïga, le général, actuellement Premier ministre, qui a répété plusieurs fois, pour qu'on leur permette de présenter les preuves. Dites-moi qui s'est toujours opposé. N'est-ce pas la France qui a... Ah oui, en fait, finalement, suite à tout, en fait, tous les détails que donnent le pays du Sahel, les pays du Sahel, que ce soit, en fait, le fait qu'ils accusent tous les pays voisins d'aider, en fait, les Occidentaux
à faire du mal à leur pays et et au Sahel aussi. Que ce soit les preuves contre en fait la France, le fait que la France a colonisé, exploite en fait les ressources de ces pays-là, du Sahel, quasi gratuitement, et qui en plus met en danger les populations. Ces pays, ils ont tenté par l'ONU, ils ont tenté de porter plainte à l'ONU, et en fait, ils ont voulu déposer le dossier avec toutes les preuves, mais l'ONU a refusé de recevoir leur plainte. Voilà l'état je trouve c'est grave, c'est-à-dire que t'as l'ONU qui se présente comme le juge international, celui qui gère en fait, si tu veux, les dossiers justement, les plaintes, si on veut dire, du monde entier, et tu veux aller porter plainte et on refuse de prendre ta plainte. Et donc on s'étonne que finalement, bah, ils se disent, bon bah, c'est... Et franchement, après, c'est pas surprenant que l'ONU refuse de... Parce que qui dirige l'ONU? C'est la France, la Russie, les États-Unis et le... C'est qui l'autre pays? Le Japon, les pays qui... Enfin, en gros, les pays qui ont le droit de veto, c'est eux qui dirigent l'ONU. Et donc, en fait, finalement, quand tu fais pas partie de ces pays-là, en vrai, entre nous, voilà, tout le monde comprend très bien que t'as pas de voix, quoi. Parce que si ces 5 pays n'ont pas décidé, ne sont pas avec toi, il y a rien qui se fait. Hein, ok. Et en plus, s'ils prennent une décision et qu'il peut y avoir, tu sais, il y a 150 combien de pays à l'ONU, tous ces 150 pays peuvent dire non. Si les 5 pays disent oui, et ben l'ONU valide. Donc, qui peut croire que l'ONU sert. En fait, tous ces pays-là qui sont dedans, j'espère vraiment qu'ils pensent pas que l'ONU peut les aider. Parce qu'il ne peut pas. Et puis, de toute façon, l'ONU, à mon avis, il n'en aura pas pour longtemps, puisque. Avec ce qu'a fait les États-Unis en respectant en bafouant toutes les règles internationales, je pense que l'ONU ne va pas tenir longtemps. Je pense que bientôt, l'ONU. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, personne ne respecte l'ONU. J'espère que personne ne respecte parce que, quand même, les pays comme les États-Unis, qui sont ceux qui ont, en fait, les dirigeants qui ont le droit de veto, eux-mêmes ne respectent pas l'ONU. Pourquoi est-ce que ces pays-là, qui, à mon avis, sont plus observateurs qu'autre chose, pourquoi ils respecteraient, quoi? Je veux dire, il faut arrêter, euh, il faut, il faut quitter l'ONU, en fait. Parce qu'en fait, faut savoir, quand tu rectifies un document, comme ça, l'ONU, ce que tu veux, la Cour internationale, tout ça, quand tu le rectifies, tu acceptes que si eux, ils te jugent, en fait, tu acceptes d'être jugé par eux, d'être condamné par eux, d'être puni par eux, d'être sanctionné par eux. Donc c'est pour ça qu'il faut quitter toutes ces organisations, parce que du moment que tu es dedans, ils peuvent te sanctionner. Mais quand tu n'es pas dedans, ils peuvent pas te sanctionner. En tout cas, pas dans le droit. Ils peuvent le faire comme ils ont fait avec le Venezuela. Ils peuvent le faire par force, mais ils peuvent pas le faire légalement. Et bon, par force, bah, de toute façon, franchement, les Occidentaux, ils font tout le temps des choses par la force. Ils font des attaques terroristes. Ils font de la piraterie dans les mers. Voilà. Et là, ils ont fait un coup. Ça, c'est du terrorisme, ce qu'ils ont fait au Venezuela. Aller enlever. Ils font de l'enlèvement. C'est pire que la drogue, quand même, vendre de la drogue. Là, ils ont enlevé une personne. Ils ont enlevé le président d'un peuple de, je sais pas, de 50 millions, je sais pas, ils sont combien au Venezuela. C'est, ils ont violenté 60 millions de personnes. C'est, c'est horrible ce qu'ils font. Ces gens-là, ces gens-là, ils sont spéciaux. Ils sont particuliers, hein, ils sont. A mis son droit de veto. C'est la France qui a mis son droit de veto. Mais moi, je pense ce qui me choque le plus, c'est que tu as quand même des gens qui ne savent pas ça, qui ne savent pas tous ces actions, qui croient, je pense, hein, qu'il y en a qui croient vraiment à l'ONU. Je, c'est l'impression que ça me donne en tout cas, tu vois. Et quand tu vois comment les États-Unis peuvent faire de la piraterie, de l'enlèvement, tous ces trucs, tous les massacres qu'ils font, les génocides en Palestine, et derrière, il y a des gens qui attendent à ce que ces gens-là prennent des bonnes décisions. C'est quoi? Parce que oui, en Palestine, Israël, certes, Israël fait des choses en Palestine, mais c'est quand même les États-Unis qui financent Israël. Hein. C'est pas Israël, ils ne se financent pas. Hein. C'est les États-Unis qui financent, qui donnent l'armement, qui donnent le soutien, en fait, voilà. Sans les États-Unis, Israël ne serait pas là. Ce serait pas toujours, il y aurait pas d'Israël. Hein. Et l'Israël était, il y a le président, c'était quoi? Non, c'était pas, c'était qui? Oh là là, j'ai pas le nom de ce président. Non. Je crois que c'est Joe Biden quand il était jeune, il avait dit, enfin quand il était jeune, d'accord, jeune, quand il était moins vieux, il avait peut-être dans la cinquantaine, il avait dit que dans un monde où il n'y avait pas Israël, les États-Unis l'auraient créé en fait. De toute façon, enfin, il n'y avait pas Israël, les États-Unis l'ont créé de toute façon. Donc c'est fait, tu vois, ils l'ont fait.
Mais donc ces pays-là, hein, pour moi, c'est les États-Unis, l'ONU et tout ça, il faut pas y croire, c'est du baratin et tout le monde le sait en fait consciemment. Tout le monde, tout le monde le sait inconsciemment, mais ils veulent pas l'accepter. Tu sais, quand la vérité elle est trop dure, l'humain ne veut pas l'accepter, il préfère voilà, la nier, renier la réalité. Mais nous savons, et il faut que les Nigériens comprennent. En plus de ce que nous disons avec précision, date, heure, lieu, coordonnées géographiques, acteurs, montant. Pour le montant, je reviens à Patrice Talon. Décembre 2024, il a donné 90 millions à Takou Bokoy. 90 millions. Décembre 2024. Donc là, il va expliquer en fait comment Patrice Talon se fait euh, finalement se fait contraindre par les terroristes. En gros, il- il se fait il se fait il se fait dominer par la France, il se fait dominer par les terroristes, et là c'est ce qui va expliquer comment les terroristes dominent Patrice Talon. Je sais pourquoi il a donné les 90 millions. Mais il n'a qu'à demander à Takou Bokoy si l'usage qu'il a fait des 90 millions est celui que Patrice Talon lui avait demandé. Takou Bokoy a remis cette somme au cours d'une rencontre à Abuja du 8 au 9 décembre 2024 pour l'achat de 700 motos, dont 500 motos au profit du GIM et 200 motos au profit de l'EIGS. Ça s'est passé du 8 au 9 décembre 2024. Et dans le bureau d'un assistant que je sais et que lui il sait, et réunion au cours de laquelle des acteurs ont pris part que je connais et que lui il connaît. Mais l'objectif pour lequel, je rafraîchis la mémoire à Patrice Talon, pour lequel il avait donné les 90 millions, c'était dans un montant plus global de 300 millions. C'était destiné au versement aux terroristes qui sont en train de mener des actions dans le W et la Pendjari. Takou Bokoy a détourné cet argent-là parce qu'il l'a versé comme participation pour l'acquisition des 700 motos. Si vous avez remarqué, le 31 décembre 2024, le contrat qui liait Patrice Talon aux terroristes, pour lequel il versait cet argent, est arrivé à terme. Le 8 janvier, au moment où même le chef d'état-major était en déplacement au Tchad, le chef d'état-major béninois, il y a eu une attaque qui a fait une dizaine de morts. Ensuite, quelques mois plus tard, en avril, le 17 avril, il y a eu une grande attaque où il y a eu 76 morts. C'est parce que les terroristes ont refusé de reconduire la trêve pour laquelle il avait versé les premiers 90 millions et où il restait 210 millions pour faire les 300 millions. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont constaté que Patrice Talon ne respecte pas ses engagements et qu'ils ne vont pas reconduire la trêve. Amen. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il s'est déplacé. Moi, je ne le dirai pas. Parce que j'ai honte de ce qui se passe. C'est ça la différence avec nous. Nous avons pris notre destin en main. Nous ne comptons plus sur quelqu'un pour nous assumer. On va nous dire, ah, vous avez des Russes avec vous. Mais qui a vu ces Russes en opération sur le terrain? Ils ont leurs informateurs sur notre territoire. Ils n'ont qu'à nous le dire. Nous avons récupéré notre liberté d'action. C'est ça la différence avec Patrice Talon qui a perdu sa liberté d'action. Aujourd'hui, l'armée du Bénin ne peut pas être présente dans le nord Bénin. Et de quoi on peut être jaloux? On ne sera jamais jaloux d'un pays frère. On ne sera jamais jaloux de nos frères. Mais si c'est la jalousie, c'est peut-être Talon qui l'a dans son cœur et il pense que tout le monde est comme lui. Lui qui pensait pouvoir nous asphyxier s'est retrouvé avec une noix de coco dans la gorge. Il n'a qu'à se débrouiller avec. Il n'a qu'à répondre aux questions. Euh, c'est très. Non, mais Et en fait, là, quand il dit que Patrice Talon en fait, se retrouvait avec une noix de coco dans la gorge, c'est parce que. Donc, tu sais, quand il y a eu. Quand il y a eu le coup d'État au Niger, en fait, avec la CEDEAO, en fait, sous les instructions de la France leur a ordonné d'asphyxier en fait ces pays-là du Sahel. Et en fait, si tu veux, voilà, le Bénin, tous ces pays en fait de littoraux, tous ces pays littoraux, ils ont fermé leurs ports à ces pays du Sahel. Il y a que le Togo qui a accepté de continuer de laisser en fait son port accueillir des biens à destination de ces pays-là. Et donc ces pays-là, le Bénin et tout ça, ils font des pertes en fait énormément, ils font d'énormes pertes puisque justement du coup ils n'utilisent pas parce qu'en fait ils recevaient des milliards en CFA, des milliards de CFA en fait de revenus grâce aux frais qui taxaient en fait sur les biens qui étaient à destination des pays du Sahel. Et donc avec la fermeture de ce port-là, bah, ils perdent en fait énormément d'argent. Donc c'est ça ce qu'il dit quand il dit que le Bénin il se retrouve avec une noix dans la gorge, c'est parce qu'en fait finalement ils ont fait énormément de pertes pour rien puisque maintenant le pays du Sahel il passe par le Togo. Et donc voilà, et puis bientôt ils vont peut-être passer aussi par l'Algérie parce que voilà, aujourd'hui, alors que je vous parle, voilà, le président du Niger était parti en Algérie et ils ont, ils ont parlé de beaucoup d'affaires à faire en fait entre ces deux pays-là, notamment une autoroute qui partirait de l'Algérie jusqu'au Niger et même pour continuer un peu plus loin. Et donc voilà. Mais en tout cas, voilà le niveau de détail que le président, en fait, le général Abderrahman Tiani donne. C'est d'une détail, c'est d'une complétude hallucinant.
c'est juste c'est un plaisir de l'écouter. Il donne toute l'histoire. En fait, on peut pas se perdre quand tu l'écoutes. Quand on l'écoute, on comprend ce qu'il dit. En fait, quand il raconte l'histoire, il t'amène. Voilà. Il te raconte, il te montre, il va dans le passé, il raconte l'histoire, il te montre, il te précise dans quelle région, il te donne les dates, les heures, il te donne des sources si tu veux te renseigner. C'est juste impressionnant. Voilà. Voilà. On va s'arrêter là et on se dit à très bientôt.